moi je suis Karine Tannier-Reynaud, je suis députée au Parlement de la Principauté d'Andorre et j'en suis à mon deuxième mandat. Donc, je suis prof d'université aussi, je donne des classes de marketing, d'organisation d'entreprise, de management et c'est un vrai plaisir pour moi de servir les citoyens. Ce qui m'anime vraiment c'est ça, c'est-à-dire on doit faire de la politique pour ces citoyens, bon, Principauté d'Andorre bien évidemment, mais c'est beaucoup plus facile puisqu'on est 78 000 habitants. Et donc, on va chercher ses enfants à l'école et les citoyens nous interpellent, etc. Avec les réseaux sociaux aussi, c'est très facile. Donc, et 78 000 habitants qui ont été également soumis aux pressions, on va dire, extérieures, sans les nommer. Comment vous avez vécu un petit peu cette période, vous continuez de vivre cette période là-bas dans la Principauté d'Andorre, avec ces restrictions, ces mesures de confinement, de port du masque? Racontez-nous un petit peu de l'intérieur, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce qui vous a apparu complètement démesuré ou qu'est-ce qui vous avait fait dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, alors nous, au niveau du confinement, on a eu la grande chance en fait d'être confinés qu'une fois. Donc ça, il faut bien le dire. C'était une mesure facile à prendre ou difficile à prendre? Alors difficile à prendre, par contre, nous c'était, étant donné la dimension de notre hôpital, puisqu'on n'en a qu'un, et que notre hôpital ne traite pas toutes les pathologies, puisque en général, nos citoyens vont dans les pays voisins pour se traiter, pour certains cancers, etc. Mais il nous était difficile, en fait, de faire face à une pandémie de ce type, étant donné le nombre de malades qu'on a eu au début. Donc il fallait absolument s'organiser. On manquait terriblement de matériel, de masques FFP2, on manquait de respirateurs, on manquait de structures, en fait, au niveau hospitalier. Donc il fallait confiner pour pouvoir se préparer, pouvoir s'approvisionner en matériel et ensuite pour pouvoir réouvrir. Parce que nous, notre souci premier, c'était il faut se préparer puis il faut réouvrir l'économie. Parce qu'il ne faut surtout pas asphyxier l'économie, parce qu'il y a évidemment une répercussion au niveau social, etc. Donc c'était très grave. Dans un premier temps, en plus on ne connaissait pas le virus, donc ça nous est apparu très très logique. Et pour ce confinement, vous avez eu des pressions ou pas? Ou c'est de vous-même, vous vous avez dit qu'il faut faire quelque chose? Non, par contre, de nous-mêmes, effectivement, on a dit là il faut s'organiser, on ne peut plus continuer comme ça, il faut vraiment investir aussi dans le système de santé. Donc on a acheté des respirateurs, voilà, donc il nous faut plus de soignants aussi, donc on s'est rendu compte de beaucoup de choses en fait, puisque les pandémies malheureusement, il y en a eu dans le passé, et donc actuellement, et après il y en aura peut-être plus tard, donc il faut vraiment voir comment on peut fonctionner, voilà, prendre soin des malades et organiser tout ça. On a senti dans vos propos tout à l'heure que le rôle de la presse a quand même été plus qu'ambigu. Oui, alors effectivement, le message de la presse est quand même très surprenant. Moi, ça m'a surprise, puisque effectivement, les scandales internationaux autour du coronavirus, je parle par exemple du Lancet Gate, je parle du Remdesivir, je parle aussi des vaccins, par exemple le dirigeant de Pfizer qui avait programmé la vente de ses actions juste après l'annonce donc de l'efficacité du vaccin, donc ça s'était planifié. Donc tout ça, vraiment, je pense que ça a le mérite d'être dans un journal. Et chez moi, pas une ligne de ça. Et pourtant, je l'ai dénoncé au Parlement. Je l'ai dénoncé. Donc ça me pose un problème parce que je vois que le journalisme dans mon pays a perdu de sa structure parce que le journaliste, normalement, est à la recherche de la vérité. Pour moi, ça c'est le propre du journalisme. Normalement. Et ce qu'ils ont fait, en fait, bon aussi, il faut regarder, faire un petit exercice intellectuel et regarder qui y a derrière donc, chaque journal. Et on se rend compte bien souvent que les personnes qui dirigent les journaux sont des gens quand même qui sont dans la sphère du pouvoir actuel ou qui ont été dans la sphère du pouvoir mais qui sont quand même très très actifs par derrière. Dans mon pays, par exemple, ce qui m'a interpellée, c'est qu'on a eu des articles, un petit peu des articles, sondages que j'appelle, c'est-à-dire pour prendre la température de l'opinion publique. Donc ils ont parlé du second confinement. Donc c'est des politiciens en place qui ont ce journal et qui parlaient du deuxième confinement total. Donc là, quand j'ai lu cet article, en sachant qu'il y avait derrière l'article, automatiquement, moi, ça m'a interpellée. Donc là, je suis montée au créneau, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, puisque moi, c'est ce qui marche, en fait, puisque mes citoyens, ils s'expriment par les réseaux sociaux, ceux qui peuvent, parce que des fois, c'est pas toujours évident de s'exprimer, puisqu'on a peut-être après le retour de bâton. Et là, vraiment, ils ont vu que... Après, j'ai posé une question parlementaire,
Et le gouvernement a dit non, vous inquiétez pas, Madame Montanet, il n'y aura absolument pas de second confinement, parce que je leur ai quand même rappelé qu'il y a un impact économique et social très très important, et que les gens, déjà avec la perte de leur emploi, des entreprises qui ferment, etc., il fallait vraiment cerner le problème, mais dans sa globalité, pas que du virus. C'est-à-dire que les mesures de précaution poussées à l'extrême, ça va à l'encontre d'une économie, parce que les gens ils mourront d'autre chose que du coronavirus, je vous l'assure. Puisque le taux de mortalité et de létalité est très très faible, ça on le sait. Donc les États, il faut qu'ils investissent dans leur système de santé. Voilà, ça doit être une priorité, et qui protège les plus fragiles avec des masques FFP2, par exemple, comme le préconise Dr Fouché, je suis d'accord avec lui. Mais il faut laisser les gens travailler, il faut laisser les gens s'autoréaliser, tout simplement. Voilà. En prenant un peu de recul sur cette pandémie mondiale, enfin durant cette crise sanitaire mondiale, quelles leçons vous en tirez, ou quel regard vous... Alors moi, ce qui me préoccupe, vous voyez, c'est que j'ai des collègues parlementaires, j'ai des amis parlementaires dans le monde entier, puisque moi je suis présidente en fait de la délégation andorrane de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et j'apprécie beaucoup de collègues, députés, etc., d'autres pays et de mon pays aussi. Mais c'est vrai que peut-être, mais ils ne se posent pas cette question, moi je pense. C'est-à-dire, moi je suis économiste, je ne suis pas médecin. Mais je suis à la comité santé. Donc mon devoir, c'est de m'informer et de choisir qui je vais écouter. C'est-à-dire, moi j'écoute tout le monde, mais après, j'écoute donc un certain profil de personnes. Et moi, il me semble qu'il faut écouter des gens qui sont sur le terrain, qui soignent les malades et qui peuvent constater certaines choses, et des gens surtout qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Parce que le virus actuel, c'est le conflit d'intérêt. Voilà, donc ça, c'est très important de le souligner. Et je pense que mes collègues, même si on ne sait pas, on s'informe et on peut avoir son avis personnel sur la question. Parce qu'on a aujourd'hui des scientifiques, en fait, des professeurs, des médecins qui ont une trajectoire spectaculaire, quand même, qui ont été remises en question et qui ont été traités de charlatans, quand même. Sur l'hydroxychloroquine, par exemple. Alors que moi, dans mon pays, j'en ai pris moi-même quand j'étais malade au mois d'avril. Monsieur le ministre de la Santé aussi, elle l'a pris. On a fait une étude en principauté d'Andorre qui montre que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, ça marche, on a eu d'excellents résultats. C'est pour ça qu'on a voulu partager cette étude à l'ensemble de la communauté scientifique. Et d'ailleurs, le professeur Raoult en a parlé lors d'une interview, a parlé de l'étude de la principauté d'Andorre, donc on a été vraiment contents. C'est vrai qu'on a fait des efforts, quelqu'un a lu notre étude, donc ça fait plaisir, mais c'est vrai que c'est important. Vraiment, enfin, moi, je pense qu'il est très très important de se reposer sur des gens qui savent. Voilà. Vous sentez qu'il y a quand même une résistance qui commence à diviser, avec les peuples qui se posent de plus en plus de questions. Vous êtes ici à Stockholm, donc en Suède, un pays qui a une singularité, qui a pris des mesures à l'encontre de pas mal de monde. Comment vous voyez un petit peu la suite? Est-ce que vous êtes confiante Écoutez, moi je pense qu'au bout d'un moment, quand même, on va ouvrir les yeux. Le vaccin, alors certes, c'est une expérimentation scientifique extraordinaire, mais on n'a pas de recul. Quand il y a des scientifiques qui disent attention, un vaccin à base d'ARN, ça rentre dans la cellule et puis on ne sait pas trop la réponse immunitaire qu'on va avoir, mais il faut quand même se poser de bonnes questions. Parce que se reposer uniquement sur le discours du fabricant, c'est très très dangereux. Surtout qu'on a vu qu'il y avait l'aspect boursier, etc. derrière. Quand on voit par exemple Moderna qui a pris 800% en fait au niveau du prix d'action. Alors, c'est très bien pour eux, mais voilà, il faut quand même avoir des études scientifiques, voir ce qu'il y a dans le vaccin, etc. Puis il faut surtout étudier les effets secondaires. Moi, ça m'affole quand je vois qu'on commence à vacciner des gens et qu'on n'a pas ce retour, ces études justement sur les effets secondaires. Un vaccin qui a été fait en très très peu de temps. Donc c'est la course au vaccin, c'est la course entre les laboratoires, c'est la course au vaccin. Et ça me fait un peu peur, honnêtement. Je vois vraiment qu'il peut y avoir une dérive au niveau scientifique, beaucoup. Je comprends, vous êtes député, vous êtes également économiste. Comment comprenez-vous que des centaines de milliards comme ça sont tombés du ciel d'une façon quasiment en claquant des mains, alors qu'il y a encore moins d'un an, on était en pleine crise économique, entre guillemets. Qui va payer? Comment on va se désendetter de ces milliards qui arrivent, on ne sait pas de qui a fait tourner la
planche à billets et qui va permettre l'annulation de toutes ces dettes qui sont tombées? Alors, vous savez, nous, en principauté d'Andorre, déjà, on ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, la planche à billets, nous ne l'avons pas. Donc, il faut trouver des lignes de financement, justement. Donc, le confinement, ça posait problème parce qu'il fallait trouver des lignes de financement pour, justement, supporter, donner un coup de main au tissu économique et social. Donc là, il faut réfléchir 2 fois plus. C'est-à-dire, dans un petit pays qui n'a pas la planche à billets, il faut réfléchir. Et quand on s'endette, on rembourse la dette. Ça, c'est la base. C'est la base. Pour un citoyen normal et même un État, quand on s'endette, il faut rembourser la dette. C'est le prix à payer. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles ont des répercussions dans le futur. Mais ça, c'est une évidence. Donc il va falloir, je pense, rembourser la dette. En fait. Nous ne sommes pas dans l'Union européenne, mais voilà. Et je me permets je ne juge absolument pas les autres pays. Donc on est en principauté d'Andorre, évidemment nous respectons tous les pays de l'Union européenne, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir qu'ils remboursent la dette. De tous les scandales, de tous les mensonges qui ont été vraiment avérés depuis quasiment 10 mois, est-ce qu'il y en a un qui vous a le plus scandalisé? Pardonnez-moi la violence de cette question, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous dit non, là c'est quand même ils sont allés trop loin? Alors moi, il y a le Remdesivir, moi je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Le Lancetgate aussi, moi je trouve que tout m'a interpellé, je vais vous dire. Le Remdesivir, nous par exemple on a acheté le Remdesivir pour 200 000 €, puisque on est 78 000 habitants. Donc en fait j'ai passé beaucoup de temps à regarder des interviews, etc., de professeurs, de scientifiques. Et M. Raoult, ça fait longtemps qu'il dit que le Remdesivir ne marche pas, qu'il est très toxique pour les reins, etc., et qu'il est très cher. Bon. Vous l'avez acheté? On l'a acheté quand même. Pourquoi ? Alors qu'on a l'hydroxychloroquine. Pourquoi ? Parce que pour un petit pays comme le nôtre, vous savez, quand vous avez des responsabilités politiques, après, on n'a pas envie qu'un citoyen vous dise « Ah, mais vous ne l'avez pas acheté le Remdesivir », alors qu'il était... Donc, un petit État comme ça, il est obligé un petit peu de suivre le mouvement. Donc ils l'ont acheté, mais à moins de 200 000 €, c'est quand même un coût. Mais on l'utilise, monsieur le ministre avait dit qu'il n'utiliserait que sur des patients vraiment très très graves, etc. Et que dès qu'il y avait des effets secondaires, il arrêterait tout. Par contre, ça je l'avais dit en comparution publique. Et quelques jours après, l'OMS, justement, après mes questions, mais l'OMS a déclaré que le Remdesivir n'avait aucun effet, pratiquement aucun effet sur la Covid, qu'il était cher et qu'il était toxique. Et il n'y a pas de possibilité de se faire rembourser cet achat pour tricher sur la marchandise? Vous savez, je pense que les laboratoires ont des contrats plus que blindés, donc je demanderai au ministre le contrat, par quel biais on a eu ce médicament. Mais effectivement, je pense que les contrats sont plus que blindés. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chaque laboratoire, bien évidemment, a une armée d'avocats derrière. Donc je pense que là, ça doit nous servir de leçon, honnêtement. Et j'ai entendu des interviews des députés européens qui étaient scandalisés, puisqu'ils avaient justement appuyé l'achat du Remdesivir, et ils se sont sentis vraiment dupés. Donc ça, il faut que ça nous serve de leçon. Il faut que les politiciens actuels qui regardent le rapport de 2011 du Sénat français qui avait fait un travail très 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 important. Et voilà. Donc je pense, j'anime vraiment mes collègues à le faire. Mes collègues donc, de tous les pays à regarder ce rapport. Il doit y en avoir d'autres dans d'autres pays, probablement. Mais ça doit nous servir de leçon. Et quelle pour vous serait la priorité pour essayer de tenter de réveiller un petit peu on va dire les populations qu'on semble quand même assez endormies par rapport à tout ce qui nous arrive depuis 10 mois, on les sent un petit peu... Mais vous savez, les gens, quand on leur fait peur sans arrêt, les titres des journaux n'arrangent rien. Franchement, quand on ouvre le journal et qu'on voit tant de morts, etc., tant de cas, parce que c'est des cas positifs, les gens prennent peur. Les gens sont déprimés. Il y a des jeunes qui n'osent pas aller voir leurs grands-parents, même chez moi, qui n'osent pas aller voir leurs grands-parents de peur de les contaminer. Donc imaginez-vous, c'est-à-dire il y a des personnes âgées qui meurent de tristesse, pas du Covid, de tristesse, ils se laissent aller. La peur, l'anxiété, etc. a un impact sur le système de santé, le système immunitaire. Donc quand on fait peur aux gens, on est stressé, on peut développer aussi des maladies chroniques, etc., telles que le cancer et d'autres choses. Donc c'est très... Et vous avez un moyen pour essayer de contrôler l'information ou de faire que l'information change de cap? Quels seraient
il y a les réseaux sociaux qui existent, certes, mais est-ce qu'il y a des idées qui peuvent effectivement être imaginées pour essayer d'inverser la tendance au niveau de l'information? Alors, je vais vous dire, moi, heureusement que j'ai les réseaux sociaux, heureusement. Hein. Et puis après, bon, moi, chez moi, c'est vrai que je peux parler aux gens dans la rue, etc., puisque c'est petit, donc le bouche à oreille fait vite son effet. Mais effectivement, c'est difficile, hein, c'est difficile. Les réseaux sociaux, moi, j'avais fait une interview justement à Street Zuckerberg, parce que je cherchais vraiment à comprendre certaines choses. Moi, il y avait dans mon pays des choses qui ne cadraient pas. Et je voulais vraiment interviewer une experte internationale. Et donc, elle m'a éclairé sur plein de sujets, hein, sur les tests, les PCR, les cycles d'amplification, etc. Donc ça, c'est extraordinaire. Mais il faut... je pense que les médias traditionnels perdent un petit peu de leur poids, parce que les gens se rendent bien compte qu'il y a quand même manipulation. Ils vont de plus en plus vers les réseaux sociaux, ils vont de plus en plus sur YouTube, voir des chaînes alternatives, etc. Et ils essayent de contraster l'information. Et j'encourage les députés à justement s'affirmer. Il ne faut pas avoir peur, hein, de dire ce qu'on pense, même si des fois notre parti n'est pas toujours d'accord avec nous. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez 2 mots pour qualifier la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? 2 mots. Très préoccupant. Hein. Moi, je pense que c'est très préoccupant et je me pose des questions, honnêtement, sur le futur, hein, de notre humanité, avec la liberté retirée, etc. Hein, voilà, donc terrifiant et préoccupant, je dirais. Donc, j'aime pas des qualificatifs comme ça, donc je préfère rester sur une note positive et j'espère honnêtement qu'on va redresser la situation et trouver, justement, vous savez, tout est une question d'équilibre dans la vie, hein, et de bon sens. Et de bon sens, quand on voit les bus pleins à craquer, hein, et que dans certains pays, on ne peut même pas aller au cinéma, ou assister à un concert. Or, justement, le divertissement fait partie de la vie de tous les jours. Oui, moi, je me pose des questions. Pourquoi dans le bus, oui, et au cinéma, non? Mais je pense qu'il va falloir, à un moment donné, rééquilibrer les choses. Après, chaque pays, effectivement, a son niveau de saturation des systèmes de santé. Donc moi, je ne connais pas après la situation des pays voisins. Moi, je peux vous parler de la nôtre, en tout cas, qui n'est pas encore... on n'est pas arrivé à une saturation totale, mais on était quand même arrivé à une tension au début, hein, du confinement. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ces quelques heures ici passées à Stockholm? Mais c'est très enrichissant. Hein, c'est très enrichissant. On voit des personnes quand même avec un parcours spectaculaire. Hein. Moi, je salue leur courage déjà, parce que pour s'exprimer, mais déjà, il faut avoir du courage, 2, il faut être libre. Hein. Donc il y a des gens, malheureusement, qui voudraient parler, mais qui ne sont pas libres. Hein, parce que quand vous travaillez, selon pour qui vous travaillez, vous n'êtes pas libre de vous exprimer. Vous n'allez pas mordre la main de celui qui vous donne à manger. Bon, et voilà. Donc, je finirai par dire aux gouvernants, hein, que le bon sens, et ça je l'ai dit, je le répète, et j'adore cette phrase de Socrate, qui dit que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Donc, quand on a les autobus pleins avec les masques, pourquoi donc ne pas aller au cinéma, se divertir, aller dans une salle de spectacle, par exemple. Voilà. En étant protégés, s'ils veulent mettre bien évidemment des mesures de précaution. Hein. Mais il faut trouver cet équilibre-là, c'est nécessaire, je pense. Parce que là, on a un gros problème au niveau de la santé mentale, hein, dans tous les pays, et même dans le mien. Hein. Donc les gens sont déprimés, on va avoir de graves problèmes après. Ça, c'est certain. Moi, sincèrement, je suis convaincu que les dégâts collatéraux du confinement ou de toutes ces mesures liberticides vont être pire, mais sans aucune commune mesure par rapport aux quelques morts du Covid. C'est ça qu'on va découvrir le nombre de personnes qui sont mortes pour ne pas avoir été soignées, qui sont mortes avec des suicides, avec des arrêts cardiaques qui n'ont pas pu être sauvés, qui sont mortes avec des cancers qui n'ont pas pu être traités à temps. Enfin, ça va être sans commune mesure par rapport aux quelques morts du Covid. C'est ça. En fait, on s'est rendu compte. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans de nombreux pays que les gens attendaient pour aller voir le médecin. Et donc, en fait, dès qu'on a des symptômes, si on attend trop, on peut diagnostiquer un cancer un peu sur le tard. Et donc là, effectivement, les chances de guérison sont moindres. Voyez. Donc tout ça, il faut le tenir en compte. Et le stress répété, l'angoisse, la perte de son entreprise, etc., fait que on va avoir des gros problèmes aussi de développement de cancer ou d'autres choses. Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire du
C'est quoi, c'est une prof? Alors, c'est une chemise, oui. Alors, l'anecdote, c'est une anecdote que j'aime beaucoup et justement, je m'en suis servie pour dire qu'il faut vraiment faire quelque chose au niveau de l'éducation. En fait, c'est un professeur de philosophie qui dit à ses élèves, on va faire une expérience aujourd'hui. C'est-à-dire que le dernier qui rentre dans l'amphithéâtre, d'accord, ne va pas savoir qu'on fait l'expérience, bien évidemment. Et quand je vais vous poser la question de quelle couleur est cette chemise, ben vous allez répondre, donc elle est verte la chemise, vous allez répondre qu'elle est rouge. Tous. On va faire une petite expérience. Donc ok, donc tout le monde est d'accord. L'élève rentre, le dernier élève rentre, il s'installe. Mais bon, alors la professeure dit, ben, installez-vous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important. Par exemple, alors, cette chemise, de quelle couleur est-elle? Allez, vous. Alors, bien évidemment, rouge, puisqu'elle avait dit, elle est verte, mais il faudra que vous répondiez rouge. Très bien. Vous, rouge, vous, rouge, vous, rouge. Alors, le garçon qui rentre en dernier, il se dit, c'est pas possible, elle n'est pas rouge, elle est verte. Bon, on voit sur son visage, en fait, qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis, elle interroge, elle dit, de quelle couleur voyez-vous la chemise? Et lui, il répond, bah, rouge. Rouge. Elle dit, voyez, l'expérience est terminée. Sous la pression sociale, les gens arrivent à dire le contraire de ce qu'ils pensent. Donc c'est très préoccupant. Et justement, on voit bien que les gens, même s'ils veulent dire autre chose, et bien par la pression, ils disent exactement le contraire. Donc ça, c'est quand même assez perturbant. Je pense qu'il faut vraiment éduquer nos enfants. Le système éducatif doit réfléchir sur comment développer l'esprit critique des gens et surtout le courage, en fait, de ses opinions. Parce qu'on s'aperçoit que justement, on est très très conformiste et qu'on ne veut surtout pas faire de vagues. Et puis on a des œillères et puis voilà, on fait le dos rond et tout va bien. Et puis avec ça, voilà, et avec ça, on n'arrive à rien. Et puis surtout, on est dans une société de jugement, une société Facebook où on juge, on est toujours sur le regard de l'autre. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir sa propre analyse, son propre jugement. Donc effectivement, cet exemple a toute sa pertinence. Tout à fait. Moi, je pense aussi qu'il faudrait faire même du développement personnel chez les enfants. Je pense qu'il faut être aligné avec ce qu'on est et pas avoir honte de ce qu'on est. Et donc ça, il faut assumer ses propos, assumer qui on est. Et donc il y a tout un travail à faire. Et la critique et le regard de l'autre fait partie de ça. Mais quand on s'en détache, on est extrêmement puissant. Et donc il faut montrer à nos jeunes comment se détacher du regard de l'autre. Et c'est possible, il y a des techniques en développement personnel. Donc moi je pense qu'il faudrait instaurer ça dans les centres éducatifs. Super.